L'échiquier international, soyez les bienvenus. Dossier nucléaire iranien, l'Europe mettrait ses menaces à exécution. La France, le Royaume-Uni et l'Allemagne ont annoncé avoir entamé à l'ONU une procédure de rétablissement des sanctions internationales contre l'Iran. Ils engagent donc le snapback, c'est-à-dire que les capitales européennes ont dépêché un courrier au Conseil de sécurité. Et si au bout d'un mois, aucune solution n'est trouvée, cela enclencherait un mécanisme de sanctions contre l'Iran prévu dans le cadre de l'accord signé en 2015, les fameux accords de Vienne. Décryptage tout de suite avec notre invité du jour. Nucléaire iranien, le retour des sanctions, première manche, avant une possible escalade. N'allons pas vite en besogne, même si c'est l'inquiétude phare au sujet de cette thématique. Eh bien, on va voir ce qu'il en pense. Il s'agit de Kamal Mansari, qu'on ne présente plus. Kamal Mansari, directeur de publication du Jeune Indépendant. Bienvenue Kamal, merci d'être avec nous. Bonsoir Karim. Alors, Kamel, comme on le disait, Paris, Londres, Berlin mettent leurs menaces à exécution au sujet du nucléaire iranien en entamant, on l'a dit, la procédure de rétablissement des sanctions internationales. Téhéran juge de son côté la procédure illégale. On a 30 jours pour se mettre d'accord. Donc, en théorie, nous sommes encore dans la phase de la diplomatie, sauf qu'on a l'impression que c'est la dernière phase de la diplomatie avant de passer à autre chose. Oui, mais bon, d'abord, il faudrait préciser ce qui se produit réellement, c'est-à-dire à travers ce mécanisme qui s'appelle le snapback. Donc, on est aujourd'hui face à une disposition de l'accord de 2015, de juillet 2015, qui n'a jamais été appliquée et qui permet, bien évidemment, parce qu'on arrive au bout de cet accord qui se terminera en octobre prochain, donc les Européens, enfin la troïka européenne prétendument, après les négociations qui n'ont pas abouti, c'est-à-dire les dernières rencontres, les derniers contacts, viennent au bout ils utilisent ce mécanisme-là justement pour enclencher, justement rétablir les sanctions. Mais en réalité, les Iraniens sont sous sanctions depuis 2015. Donc, quand on parle de sanctions, il n'y a pas eu de levée de sanctions tel qu'il était prévu par l'accord de 2015, c'est-à-dire une levée progressive des sanctions qui devaient, d'ailleurs, les 3 premières années de l'accord, il faut bien le rappeler, ont dû permettre aux Européens, parce que les Américains se sont retirés en 2015, après la prise de fonction de Donald Trump. Donc en 2018, il sort de l'accord, mais les 3 précédentes années auraient dû permettre aux Européens de l'appliquer. Donc ils ne l'ont pas appliqué du moment que le gel, la récupération des avoirs iraniens qui devaient se faire progressivement n'ont pas été appliqués. Pourquoi ? Avant de reprendre votre question clairement, parce que les banques ont refusé de le faire. Donc il y avait les conditions qui permettaient justement à cet accord de prendre forme, au bout d'être exécuté, ont été éliminées justement par de nombreux facteurs, notamment la résistance des banques, le refus des banques, et ensuite l'administration américaine. Aujourd'hui, parler de snapback, parler de ces 30 jours, il y a aussi un mécanisme en principe au sein du Conseil de sécurité, en application sur les discussions de la résolution 2231. Elle devrait permettre justement au Conseil d'accorder 35 jours aux belligérants, c'est-à-dire aux parties prenantes de l'accord, dans le cadre de ce qu'on appelle le mécanisme de règlement des différends. Nous ne sommes même pas dans la phase de règlement des différends. Les Européens veulent aller vite en besogne en allant appliquer cet accord, c'est-à-dire aller pousser les Nations Unies à l'appliquer. Mais une fois, même si cette proposition est proposée, et on parle de 30 jours, les nations, le Conseil a aussi la latitude de proposer une solution, si les 2 parties n'en arrivent pas, parce que c'est prévu dans l'accord, avant d'aller vers ce qu'on appelle le rétablissement des sanctions qui sont en réalité, qui existent. On ne rétablit rien. Évidemment. On ne peut pas s'empêcher, bien entendu, d'oublier la fameuse... ça arrive 2 mois après l'agression sioniste à l'endroit de Téhéran. Donc les 3 pays européens, on l'a dit, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni ont notifié au Conseil de sécurité qu'ils détiennent des preuves factuelles sur le non-respect des obligations iraniennes.
Quelles preuves détiennent-ils? Il se base sur la dernière résolution de l'AIEA qui disait qui a permis justement à Israël d'attaquer, d'agresser l'Iran. Non, mais après ça, Jean-Noël Barrot dit Oui. que détenir des preuves irréfutables comme quoi l'Iran ne respecterait pas, entre guillemets... Ça reste une déclaration politique, mais techniquement, l'Iran a interdit à l'AIEA de venir respecter. Donc personne ne peut apporter de preuves. C'est-à-dire surtout après le fait que Trump a lui-même déclaré que les États-Unis, que les dernières frappes sur l'Iran ont réellement détruit tout le potentiel nucléaire iranien. C'est pour ça qu'on ne comprend pas en fait les déclarations des uns et des autres. Ça reste une déclaration politique. Pourquoi ? Il faudrait rappeler qu'il y a une responsabilité historique de l'Union européenne, c'est-à-dire surtout les troïkas. Lorsque les États-Unis sont sortis de l'accord, ils ont essayé à travers un mécanisme qu'on appelle le INTEX, c'est-à-dire c'est ce mécanisme qui permet des échanges avec l'Iran. Donc ils ont essayé de 2017 jusqu'à 2019. Ils ont essayé de l'appliquer. Après, ils se sont retirés parce qu'ils savaient sous la pression américaine. Donc la responsabilité de non-respect de l'accord provient justement de la partie occidentale, c'est-à-dire les Européens et les États-Unis. Donc l'Iran était dans son droit de revenir après la réélection de Joe Biden vers des négociations dans l'espoir que ce accord reprendrait. Or, les négociations se sont ont échoué. Jusqu'à 2022, il n'y a rien eu. Donc toutes les tentatives des deux parties d'arriver à un consensus pour enclencher l'accord sont devenues lettres mortes. Donc depuis 2022, on n'en est rien. Les Américains récemment ont essayé, mais c'était juste pour gagner du temps et permettre aux Israéliens d'agresser l'Iran dans l'espoir de renverser le régime. Et malgré ça, malgré le fait que Trump avait déclaré que le potentiel nucléaire iranien a été démantelé, a été totalement détruit, surtout sur le site de Fardo, donc on en vient aujourd'hui à dire que s'il n'y a plus si on se pose la question sur le plan technique, s'il n'y a plus de potentiel iranien, de quoi parle-t-on si on tient compte de la déclaration de la Maison-Blanche? Sauf que les agences de renseignement l'ont un peu contredit, hein, si on met ça un peu de côté. On tient compte de ce que disent les responsables, qui sont les plus... Donc les autres, ça reste toujours des approximations, des suppositions, et aucune agence... C'est-à-dire qu'ils ont dit qu'on n'en sait pas. On ne sait pas l'ampleur des dégâts, personne ne sait. Il y a des spéculations juste pour maintenir la pression. Mais si on tient compte des déclarations faites par les responsables américains et européens au lendemain de l'attaque, tout le monde était satisfait et il y avait une euphorie généralisée qui disait que le potentiel était démantelé et détruit. C'était un succès du côté américain. D'accord. Maintenant, le mécanisme va être enclenché parce qu'il ne faut pas se leurrer. Donc les Européens vont aller grâce à la le mécanisme va être enclenché, c'est-à-dire qu'on a une période de 30 jours. Si au bout de 30 jours, on ne se met pas d'accord au niveau diplomatique, 35 jours, vous m'avez dit tout à l'heure, si on ne se met pas d'accord, il y aura des sanctions, sauf que... Non, les sanctions sont prévues dans l'accord, c'est-à-dire c'est automatique. Ce n'est pas de nouvelles. La question des retours à l'application des accords, ce qui est une aberration. Maintenant, on ne comprend pas. Le pays est sous sanction et on reparle de sanctions. C'est-à-dire qu'on va créer de nouvelles batteries, une nouvelle segment, un nouvel package de sanctions contre les Iraniens. Aujourd'hui, toutes les sanctions devaient être levées, mais on voit que les États-Unis n'ont jamais levé, parce que c'est eux la partie la plus importante. Et c'est elle qui a tué l'accord de 2015, et c'est elle qui a maintenu les accords, et qui a menacé toutes les entreprises européennes de ne pas avoir des transactions de commerciaux, ou d'avoir des échanges, ou d'avoir des investissements avec l'Iran en utilisant le dollar américain. Comme Peugeot, comme la banque. Oui, tout à fait. Donc tout le monde s'est retiré, donc il y a eu peur des sanctions. Donc ce qui explique le fait que les sanctions vont être rétablies alors qu'elles existent. Le pays sous sanctions depuis 40 ans, sans parler de la loi d'Amato qui existe depuis 1988. Les sanctions dont on parle, qui concernent surtout tout ce qui touche la balistique, tout ce qui touche... c'est un autre. La question des balistiques est autre. Parlons de tout ce qui est économique et commercial. Que les Iraniens ne peuvent pas récupérer la levée du gel sur les avoirs iraniens, qui sont estimés à plusieurs milliards de dollars. On parle de 60 milliards, mais il y a eu quand même
6 milliards qui ont été récupérés en 2021 à l'histoire des otages américains qui ont été libérés. Maintenant, on est aujourd'hui face à un retour à ces sanctions. Les Irakiens s'attendent à ça. C'est pour cela que les Russes et les Chinois sont montés au créneau de dire que ce que vous allez faire va déclencher une tragédie et va sûrement conduire à une crise plus complexe que ce que nous vivons aujourd'hui. Justement, l'ambassadeur russe à Vienne parle par rapport à ces sanctions, il parle, lui, du fameux plan global conjoint dans un communiqué qui a été rendu public donc vendredi matin, qui met en garde contre des sanctions qui seraient synonymes de conséquences irréparables en cas d'application. Donc on parle d'un durcissement ou d'un embargo encore beaucoup plus restreint sur l'Iran. Parlez-vous de sanctions, mais on n'a pas l'impression on n'arrive pas à signifier exactement c'est quoi ces sanctions. C'est-à-dire on monte en grade, même les Européens eux-mêmes ne sont pas très précis sur ça. Non, ce qui se produit aujourd'hui, donc depuis quelques années, c'est que les Iraniens ont des échanges commerciaux très importants avec la Russie à travers le système MIR, qui remplace le SWIFT. Donc, il est fort possible qu'ils vont aller vers des sanctions qui toucheraient autant la Russie que l'Iran. Donc, c'est pour ça que la Russie est le premier qui a réagi à ça. Donc c'est une fois que, si ce système est touché, c'est-à-dire si les sanctions touchent l'Iran, ils touchent automatiquement la Russie. C'est pour ça que les Russes se sont obligés d'aller vers plus de réagir de la sorte et de proposer une résolution qui prolongerait l'accord de 6 mois jusqu'à avril 2026. Donc Chinois et Russes sont allés vers cette direction pour permettre justement à la diplomatie de prendre le dessus et de régler la question de manière pacifique et diplomatique. Bien évidemment, mais il y a ce qu'avait déclaré Wilayati, qui était le président du Parlement iranien. Il dit que même si nous tombons sous les sanctions, nous avons créé cette savante manière de détourner les sanctions. Justement, c'est bien, vous faites bien de me parler de ça, vous me tendez une perche. Alors finalement, les frappes américaines, ces sanctions, cette nouvelle série de sanctions, cette nouvelle série de pressions sur l'Iran, est-ce que ça n'incite pas à rendre les Iraniens beaucoup plus opaques concernant leurs recherches dans le domaine nucléaire ? Depuis 2004, ils avaient pris la décision justement d'aller vers ce programme. Alors, la venue d'Ahmadinejad était une décision parce qu'auparavant, Mohamed Khatami, le président iranien, avait gelé en 2003 le programme nucléaire iranien parce qu'il pensait que les négociations allaient aboutir. Nous sommes de 2003 il n'y a rien eu, aucun changement, y compris même s'il y a eu cet accord de 2015. Cet accord a fait voler en éclats. Pourquoi ? Parce qu'Israël le voulait que cet accord ne fonctionne pas ou ne soit pas appliqué. Pour la question que vous avez citée tout à l'heure, vous avez évoqué la question des balistiques. Parce que les Iraniens et les Américains aujourd'hui veulent parler du programme balistique iranien. On n'en est plus justement au seul sujet du nucléaire, mais on est allé au-delà. On parle aujourd'hui de la question des missiles, du programme balistique et du fait et les sanctions qui vont toucher les gardiens de la révolution. Parce qu'aujourd'hui, si le programme et nucléaire a été discuté, c'est-à-dire seul, pris en charge par les 6+1, aujourd'hui, un autre sujet s'est venu se greffer sur celui des balistiques. Pourquoi ? On a vu depuis la riposte iranienne contre Israël que le pays possédait des potentiels militaires impressionnants et qui constituent un danger. Pour revenir à l'idée, expliquer aux téléspectateurs que tout ce raffut, que cette action, cette mobilisation de la Troïka et des États-Unis vise à affaiblir davantage l'Iran pour protéger Israël, parce que le programme nucléaire iranien ne pose pas de problème, parce que les Iraniens ont donné des garanties, ils ont dit qu'ils allaient arrêter les centrifugeuses et qu'ils allaient réduire l'enrichissement de l'uranium au-dessous de 20%, oui. Et que c'était possible et que les agents et les inspecteurs de l'OIA peuvent le confirmer, mais la question des balistiques et la question de la puissante armée des gardiens de la Révolution, qui est une armée parallèle, quand on dit parallèle, elle est structurée, mais qui est sous le contrôle de l'ayatollah, du guide. Donc les négociations, c'est-à-dire, touchent également ces deux aspects, ce qui n'est pas normal,
parce que là, ce sont des négociations et qui devaient se faire du parti par les Européens. Ils n'ont jamais évoqué la question des gardiens de la Révolution, encore moins des balistiques. Mais la question des balistiques et justement de l'armée des gardiens de la Révolution est une revendication israélienne appuyée par les États-Unis. Alors vous allez me dire ce que vous en pensez également on reste par rapport aux conséquences de l'agression sioniste, c'était en juin à l'endroit de Téhéran. À ce moment-là, Téhéran avait suspendu les négociations avec l'AIEA, l'Agence de l'énergie atomique. Il y a un retour des inspecteurs, c'était il y a 4 jours, oui. Mais la partie iranienne prévient qu'il ne s'agit pas d'un rétablissement complet de cette coopération. Téhéran disant, à l'époque, elle continue de le dire, en tout cas de le sous-entendre, que l'agence de l'AIEA n'était pas tout à fait neutre par rapport à l'attaque sioniste en juin. Oui, parce que ça a été un blanc-seing qui a été envoyé à Israël pour justement attaquer l'Iran. Donc la suspicion, c'est-à-dire le rapport qui a été remis à la résolution. Ils sont allés un peu plus loin, parce qu'ils ont accusé l'AIEA d'avoir donné les noms des scientifiques, les adresses, même les sites. Oui. Voilà. Écoutez, les Iraniens perdent leurs scientifiques depuis 2003. Donc il y a une vague d'assassinats en 2011 et 2012. La dernière, la plus importante, c'était récemment. Oui. Et il y a eu la mort en 2020 du directeur du programme lui-même. Donc à chaque fois qu'il y a eu les assassinats, sont monnaie courante qui vise les scientifiques iraniens. Et malgré cela, le programme nucléaire se poursuit. Aujourd'hui, nous sommes face à une nouvelle escalade qui est dictée par les États-Unis. Pourquoi ? Parce que ce sont les Européens qui ont tout le temps dit, surtout les 3 pays, je parle précisément la Grande-Bretagne et la France, à un degré moindre l'Allemagne qui cherche toujours à trouver une solution politique ou ne pas être entraînée, parce que les liens qui existaient au temps de la présidence de Merkel avec l'Iran étaient très forts. Maintenant, c'est les Américains qui font la pression sur la France et sur les États-Unis, sur la Grande-Bretagne, et deviennent aujourd'hui des pays qui sont alignés à la ligne dure des États-Unis. Donc, nous sommes aujourd'hui face à une décision purement américaine. Ce que veulent les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne sont en train de l'appliquer. Parce que pourquoi ? Lorsqu'il y a eu des négociations entre les États-Unis et l'Iran via les Omanais, donc qui faisaient l'intermédiaire, donc il y a eu cette attaque israélienne. Et les Américains étaient au courant. Donc c'est-à-dire que les négociations étaient juste pour un trompe-l'œil. C'était vraiment une supercherie. Et les Iraniens l'ont compris. Donc ils ne peuvent plus faire confiance à la question des négociations. Mais tout en restant prêt à négocier. Sauf que la formule doit changer. Ils réclament que cette formule soit encore une fois élargie et reprend sa forme initiale de 2014. Donc, ce que vous nous dites, Kamal Mansouri, c'est que du côté iranien, on a des raisons de se méfier, puisque même Raphaël Grossi, le numéro 1 de l'AIEA, lui, à l'époque, en juin, avait déclaré qu'il n'y avait aucune preuve que l'Iran développait des armes nucléaires, et pourtant l'attaque a eu lieu. L'Iran, on le rappelle, est signataire du traité de non-prolifération. Mais est-ce que, selon vous, bien entendu, vous avez répondu d'une certaine manière, mais est-ce que, selon vous, il y a déjà une pression préalable sur Grossi, et est-ce que, quoi qu'il arrive, quel que soit le rapport que rendra Grossi, ce sera un rapport qui sera, d'une certaine manière, rejeté si ça ne va pas dans la droite ligne, au diapason de ce qu'attendent peut-être les sionistes ou les Américains? Non, je pense qu'on verra un remake de ce qui a été fait par Grossi en juin dernier, donc on est dans cette logique, parce que les États-Unis le veulent. Maintenant, quand vous dites vous le veulent, c'est-à-dire la guerre, pour être pas la guerre, c'est-à-dire maintenant, là, on a pression. Vous savez, donc, dans l'histoire du conflit entre les États-Unis, enfin les États-Unis surtout, et l'Iran, il y a eu plusieurs phases. Il y a eu les sanctions, après il y a eu la guerre, maintenant on voit les sanctions, puis la guerre qui s'est déclenchée, et aujourd'hui on va revenir. C'est-à-dire c'est presque le même mécanisme qui se développe depuis 1979. L'Iran est signataire de traité de non-prolifération depuis 1968. Aujourd'hui, elle menace de se retirer. Et si elle se retire, aucun État ne peut. Parce que pourquoi ? Ça lui donne le droit de se retrouver à la même position qu'Israël, qui refuse les États-Unis aussi. Donc il y a aujourd'hui une logique. Soit les Iraniens maintiennent une position souveraine et déterminée d'avoir ce droit à posséder l'arme nucléaire civile, soit ils s'inclinent. Et ils ont démontré qu'à travers l'agression, ils ne s'inclinent pas. Et en plus, il y a une adhésion populaire. C'est devenu une question de vie ou de mort. Le programme nucléaire iranien
y a plus les Iraniens ont démontré qu'ils ne peuvent plus faire machine arrière sur cette question. Soyons précis, quand on parle du programme nucléaire iranien, quand on interroge les Iraniens, en tout cas selon leurs arguments, ils disent que ça va dans le sens du développement économique du pays, de la souveraineté énergétique. Parce qu'au niveau des médias européens, on dit tout et n'importe quoi, on parle tout de suite des armes nucléaires, de recherche biologique, mais en fait, il s'agit aussi de souveraineté par rapport au développement, c'est-à-dire pour assurer un certain développement, l'Iran doit absolument être souverain au niveau de l'énergie. Justement, lorsque l'accord a été, enfin le programme a commencé en 1956 sous le Shah, donc c'est quelque chose d'ancien. Donc ça s'appelait Atom for Peace, c'est-à-dire l'atome pour la paix. Donc il était question, les Américains ont été derrière ce programme, ils l'ont aidé. Et les Iraniens ont signé un accord avec la société Irudi qui enrichit l'uranium. C'est une société française et qui a justement subtilisé $1 milliard aux Iraniens. Elle ne veut pas le rembourser. Donc nous sommes dans une sorte le programme-là devait quoi? Il devait permettre aux Iraniens de bénéficier de toutes les potentialités que peut assurer le nucléaire civil justement dans l'industrie, dans les exploitations, et ça peut être une troisième énergie que les Iraniens veulent avoir après le gaz et le pétrole pour justement se développer davantage et l'exporter, surtout pour les pays voisins. Donc nous sommes aujourd'hui il y a plusieurs paramètres, plusieurs ambitions et plusieurs objectifs que les Iraniens veulent promouvoir, mais en même temps, il y a d'autres objectifs, celle des États-Unis, d'interdire à l'Iran d'arriver à cette potentialité ou bien à ce niveau de développement. Les Iraniens sont allés même loin par rapport aux négociations, puisqu'ils étaient d'accord pour que l'Arabie saoudite, qui est une espèce d'accord conjoint, de coopération conjointe, pour que l'Arabie saoudite aussi soutienne, d'une certaine manière, ou en tout cas dessert une forme d'énergie à l'endroit de l'Iran. Ils avaient accepté que l'Arabie saoudite alimente l'arsenal nucléaire civil. Il y avait un accord qui a été signé en 2022 donc, entre l'Arabie saoudite et l'Iran, justement, dans le développement, et puis que l'Arabie saoudite bénéficie, elle aussi, d'un programme nucléaire avec la coopération des États-Unis et de plusieurs partenaires. Régional, c'est-à-dire. Oui, c'est-à-dire que pour donner une sorte d'équilibre et donner une sorte d'assurance, assurer les autres pays que le programme va être suivi par plusieurs pays. C'est pour vous démontrer à quel point que le problème nucléaire n'est pas le vrai problème, mais c'est le potentiel militaire qui dérange les États-Unis et Israël. Si c'était uniquement la question du nucléaire, parce que lorsque Trump est venu, qu'est-ce qu'il a dit? Que cet accord est mauvais. Pourquoi? Parce qu'il ne tenait pas compte du programme balistique. Donc on voudrait greffer... Avant les attaques sionistes. C'était en 2015, c'est-à-dire quand il est venu... À Vienne, les accords de Vienne. Oui. Okay. Quand il est venu en 2016, la première des choses, il dit « Moi, je ne veux plus de cet accord ». Il l'a fait en 2018. Pourquoi? Ce n'était pas une question commerciale ou de sanctions, mais le fait que cet accord, selon lui, n'a pas tenu compte du programme balistique. C'était cela que les Netanyahou est allé démontrer devant le Conseil de sécurité, enfin l'Assemblée générale de l'ONU, et devant les Américains, leur dire, oui, d'un côté, vous dites aux Iraniens que vous négociez sur le nucléaire, mais vous ne négociez pas sur les balistiques qui sont un danger, que demain les Iraniens peuvent les alimenter avec des ogives. C'est un peu ça c'est plutôt ça qui avait motivé la position américaine. Elle est purement militaire et elle est purement destinée à protéger Israël. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a eu deux phases dans l'agression. La première, c'était une phase d'agression de toutes les commandements, la chaîne de commandement iranienne. Et la deuxième, c'était contre les sites nucléaires. On arrive à la fin, le temps passe vite, Kamal Mounsari. Alors j'ai une question là. Alors la question lancinante, je vais vous la poser directement. Est-ce que nous sommes face à des préparatifs de nouvelle escalade militaire, tout simplement? Qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, on est dans l'escalade diplomatique, mais les risques sont persistants, existent. Je ne parle pas de risque de confrontation militaire, mais que cette histoire, c'est-à-dire que les négociations vont probablement échouer et qu'on y va encore une fois vers... Les Iraniens l'ont dit, ils sont prêts à ces actions, ils les attendent, mais toujours est-il que
probablement, si l'administration américaine persiste dans sa logique, et quand on sait que Trump, c'est quelqu'un qui cherche évidemment des dividendes commerciales, si d'ici 3-4 mois ou peut-être 6 mois, une solution commerciale et économique est trouvée, probablement on enclencherait une sorte. Mais toujours est-il que la question du potentiel militaire iranien sera toujours posée parce que la grande menace pour Israël, c'est que l'Iran garde son potentiel militaire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit comment les Israéliens sont en train de démilitariser la région. Ils veulent en finir avec le Hezbollah, ils veulent en finir avec l'Iran, comme ils veulent en finir avec la résistance à Gaza. Donc les questions militaires vont prévaloir sur les questions diplomatiques et commerciales. Avec le murmure sioniste au creux des oreilles des Américains. Oui. Kamel Mounsali, merci d'avoir été des notes. Je rappelle que vous êtes directeur de publication du Jeune Indépendant. Merci pour tous ces éléments d'explication pour mieux comprendre de quoi il en retourne concernant le dossier iranien. Bien entendu, nous serons très attentifs par rapport à cette thématique lors de nos prochaines émissions. Merci de nous avoir suivis. L'échiquier international arrive à sa fin. Je vous dis à demain. L'information continue sur Al24.